Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. C'est le numéro 3 et vous allez voir que pour cette émission, qui a connu donc déjà 2 numéros et pour lesquels d'ailleurs nous vous remercions de vos commentaires qui ont été plutôt sympathiques, le numéro 3 sera donc un numéro assez clé. 3 parce que c'est le numéro 3, 3 parce qu'on a 3 invités, mais ça sera toutes les émissions, 3 parce qu'on a 3 thèmes, et 3 également parce qu'on a un cheval de 3 dans cette émission. C'est une animatrice cachée au milieu des invités. C'est Jennifer Eisenman. Salut Jennifer. Salut Bertrand. Ça c'est un J'apprécie lancement la quand même. comparaison. C'est le seul rapport. Joli poney, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est ça. Les invités de cette 3e édition. Alors on commence par les femmes évidemment. Oui. Avec Clotilde Provost. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors Clotilde, vous avez travaillé pour Alstom puis Renault et maintenant donc Renault, Alstom. Et vous avez fondé donc La Méthode. Et alors j'ai lu que votre rôle, en clair, c'était d'aider les femmes à accoucher de leurs projets. C'est ça globalement? C'est ça, en fait. Alors oui, moi je fais de la maïeutique 2.0, c'est-à-dire que je vais m'immerger avec des entrepreneuses ou des entrepreneurs. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, on dit entrepreneur ou entrepreneur. Les deux, les deux en fait. On a le choix pour une fois. Et donc voilà, je vais m'immerger avec elles pour les accoucher d'un business concept robuste et les mettre sur rail beaucoup plus vite qu'elles ne font quand elles sont toutes seules en fait. Voilà l'idée. Et aujourd'hui, j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs et maintenant on va vers des PME, ETI, donc ça grossit. Maïeutique 2.0 quand même, ça rigole pas, ça démarre très fort cette émission. Notez-le. Et alors à côté de moi, on a Damien Douany. Bonjour Damien. Bonjour Jennifer. Alors vous avez monté Fada Social Agency. En gros, c'est une agence qui accompagne les marques et les entreprises dans les mutations numériques. Oui. Et alors à côté de ça, vous êtes chroniqueur, formateur, conférencier. J'ai lu sur LinkedIn en fait que concrètement, vous faites plein de trucs. C'est ça, voilà. Je suis aussi passé par Orange comme responsable innovation, comme directeur marketing en start-up. Enfin voilà, plein de choses effectivement. Un parcours très éclectique autour de l'innovation et des nouveaux médias. Et alors en face de moi, on a Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Alors vous êtes entrepreneur, spécialiste des médias sociaux, vous êtes à la tête de Sowarga, une sorte de simulateur des réseaux sociaux. D'ailleurs, on vous a consacré un sujet sur DBN récemment, que je vous invite à tous à regarder. Vous êtes aussi à la tête de Yogosha, sur la sécurité informatique. Votre cheval de bataille, vous, globalement, c'est la protection des citoyens. Vous enseignez à Sciences Po. Absolument. Qu'est-ce que vous enseignez globalement, Fabrice? J'enseigne des choses comme les nouvelles cultures Internet, que ça va des mèmes aux hackers, et puis j'enseigne la partie un peu obscure des médias sociaux, c'est-à-dire que derrière la partie visible et promue des médias sociaux, il y a tout un tas de choses qui est assez important de savoir, notamment quand on fait des études en sciences politiques. Donc la phase obscure des médias sociaux, celle de Facebook peut-être, on en parlera dans un instant, puisque c'est un des thèmes de cette émission. On parlera également des portraits types des entrepreneurs ou start-upers, à quoi ça peut ressembler. À mon avis, il y a de la discussion là-dessus, comme s'il existait un portrait type, mais on verra ça tout à l'heure. Et puis un premier sujet, qui va intéresser tout le monde. 7 mois après. Exactement, on va parler de l'Apple Watch. Alors encore faut-il que tout le monde sache ce que c'est, parce que je vous assure que c'est pas gagné, regardez. Selon vous, ça sert à quoi une Apple Watch? Aucune idée. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est, la fameuse montre Je sais ce que c'est, mais alors l'utilité, j'en sais rien, j'en ai pas et j'en aurai pas. Apple Watch. Apple, c'est une pomme. Watch, c'est une montre. Alors la suite, je ne sais pas trop. J'imagine que c'est pour rester connecté de la meilleure façon possible. Donc avoir à la fois l'heure et ses mails qui s'affichent. L'Apple Watch, c'est une espèce de montre connectée. Apple Watch. Non, ça me vient à l'esprit WhatsApp, mais Apple Watch, que tu vois qui t'appelle. Vous savez à quoi ça sert une Apple Watch? Oui, à rien. Pas à grand-chose. Donc justement, est-ce que ça sert à rien une Apple Watch? En tout cas, il y a une étude récente qui est sortie. Et sachez que ceux qui ont une Apple Watch, en règle générale, ils l'utilisent pour regarder l'heure. Ça paraît assez contradictoire, sachant que c'est quand même une montre connectée. Et alors d'ailleurs, Damien, je crois que vous êtes le seul autour de cette table à avoir une Apple Watch. Je suis représentatif, donc quelque part. Exactement, donc ça sert à quoi? Bon, alors effectivement, j'en ai une qui est juste là, et ça sert à quoi? À regarder l'heure. Déjà, oui. Effectivement, ce qui est absolument pas idiot, parce qu'en fait, la fonction d'une montre, c'est de regarder l'heure quelque part. Donc c'est la preuve déjà que ça remplit bien son premier objectif. En 7 mois, vous n'avez pas trouvé d'autres utilités que celle de regarder l'heure. Donc, Bertrand, je suis pas d'accord du tout. Ça, c'est quoi l'usage numéro 1 de ça? Regardez l'heure. Voilà, merci Fabrice. Donc en fait, l'usage numéro 1, c'est regarder l'heure. Le deuxième, la météo. 3, téléphoner. Vous l'aviez déjà, donc ce que j'ai par là, c'est que quelque part, l'usage qu'on a là, quand on dit c'est pour regarder l'heure, on trouve ça rigolo. Si je vous dis la même chose du téléphone, vous trouveriez ça aussi ridicule. Ben voilà, donc quelque part, les choses sont pas si ridicules que ça. De temps en temps, je passe un coup de fil aussi, où j'en reçois. Ça peut m'arriver, hein. C'est très très rare, mais ça peut m'arriver avec mon téléphone. À quoi ça sert, pour répondre à la question de Jennifer? C'est... alors mon cœur de geek va dire c'est un truc génial qui va révolutionner les usages, etc., etc. 7 mois plus tard, moi j'utilise pour pas mal de petites choses. En fait, ça sert à
comment dirais-je? Moi, je dirais que ça réduit ma distance à l'information. Alors, dit comme ça a l'air un peu paraît complexe. un peu, Simplement, ça veut dire que lorsque... alors, il y a une étude qui est super intéressante aussi, qui dit que, dans cette étude d'ailleurs, qui a été faite par, je sais plus, une université du Michigan, qui disait que... une personne disait que 60% il disait qu'il avait arrêté à plus de 60% de regarder son téléphone. Autrement dit, ça sert à moins sortir son téléphone et ça sert à accéder à l'information de manière plus rapide, d'où la réduction de la distance à l'information. Recevoir des SMS, recevoir des petites notifications, etc., etc. Pourquoi devoir chercher tout le temps dans son sac, dans sa veste, son téléphone, alors que je peux regarder directement là, voire même oublier mon téléphone et le mettre à l'autre bout du studio. On est presque convaincus, Damien. C'est l'usage de ces montres-là en général. Je suis sûr que la vie n'est pas le même de l'autre côté. Clotilde, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, ce que j'observe autour de moi, donc je l'ai vu surtout au bras d'hommes. Moi, je pense que donc très féminin, non, pour le et coup. de certains types d'hommes, c'est plutôt des hommes qui lisent GQ. Donc pour moi, c'est plutôt un signe de reconnaissance. Et je faisais le parallèle. GQ, parce que sur GQ, GQ, ok. Et ils roulent souvent au scooter 3 roues. Voilà, donc il y a une Ça va sorte de pair, ils ont une barbe, donc sinon, il y a c'est une pas- sorte de, on en est, on l'a ou on l'a pas, tu vois, ça se mérite, l'Apple Watch, voilà. Donc on se reconnaît entre soi. Et sinon, on m'a raconté une très très jolie histoire en revanche. Un copain qui a un collaborateur qui est malvoyant et qui lui a trouvé une très très grande fonctionnalité à la montre, puisqu'il peut écouter ses messages, ses mails, etc. Et qu'en plus, comme c'est petit, on peut se repérer très facilement et c'est très ergonomique pour un malvoyant. Donc on savait qu'il y avait une niche, on vient de la découvrir. Voilà, c'est donc les malvoyants qui ont des scooters 3 roues, une barbe. l'inclusive device, on va dire, de l'économie inclusive. Voilà, ça pourrait être intéressant, je trouve. Fabrice, est-ce que vous êtes du même avis? Alors moi, c'est pas du tout mon truc. Alors, pour deux raisons. D'abord, Oui, d'ailleurs, on le voit sur votre montre, c'est pas votre truc du tout. Hein. Je suis toujours resté aux montres mécaniques et je pense que je resterai jusqu'à la fin de ma vie. Et d'autre part, l'idée d'avoir un capteur qui détecte tout un tas de données privées, on ne peut plus privées et intimes, dont on n'a pas la moindre idée d'où elles vont et à quelle fin elles seront utilisées, me dérange profondément. Et l'idée de mettre toute une population avec une espèce de capteur est profondément dérangeant. Je pense que ça va nous revenir dans la gueule, pas tout de suite. Hein. C'est comme la surveillance où on a commencé à s'alarmer il y a 6 ou 7 ans. Et là où effectivement... son téléphone alors aussi, parce que oui, tout à fait. Il faut aussi faire attention à ces sujets-là, mais au moins le téléphone, tu n'as pas les pulsations cardiaques, tu n'as pas tout un tas d'éléments qui demain seront, par exemple, indispensables pour une assurance de façon à relayer la sécurité sociale qui, ne nous faisons pas trop d'illusions, va disparaître. Et on sera face. N'oublions pas que Facebook a mis au point des algorithmes qui permettent de déterminer du crédit rating. Facebook, attention, ne défends pas tout. Mais non, je ne comprends pas tout. Facebook fait du crédit rating aujourd'hui à partir de l'activité Facebook. Il est évident que des sociétés d'assurance ou Google qui les remplacera feront de l'assurance de type santé sur des bases qui seront fournies par des gadgets comme ça. Ça me paraît prudent de ne pas mettre le doigt là-dedans. Et ça me paraît prudent d'être très attentif à ça, même si objectivement on a été très attentif à la surveillance et que ça n'a strictement rien changé à l'affaire. Je resterai, moi, de mon côté, extrêmement prudent face à ces On se gadgets. demandait avec Jennifer combien de temps allait mettre Fabrice pour nous parler de données personnelles et de surveillance. Finalement, dès le premier sujet, c'est sorti tout de suite. Et je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va revenir dans le second. On parle de quoi, Jennifer? Et bien justement, on va parler de Facebook. Merci Fabrice pour la transition. Alors Facebook et sa fameuse fonction, vous savez, Instant Articles. Alors en gros, on va plus avoir besoin en fait de sortir de l'application pour lire des articles de presse. C'est le Parisien qui a été le premier média français à l'utiliser. Il y a 20 minutes, il y a Les Échos et Paris Match qui vont bientôt suivre. En revanche, Le Figaro, Libé, Le Monde, ils sont pas trop pour. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Nous, on a fait un petit micro-trottoir là-dessus. Écoutez. Bientôt, sur Facebook, on va pouvoir lire directement les articles de presse, mais sans sortir de Facebook, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si ça va vraiment changer la donne, si ça va être si utile que ça, pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne chose. Très franchement, Facebook, c'est pas mon truc, donc gagner du temps, pourquoi faire? Ça peut harmoniser un petit peu les sources de données, ouais. Facebook, ça touche énormément de gens. Je trouve que c'est une très bonne idée de mettre à la portée de ces gens-là la presse, comme ça, plus les gens sont informés, mieux c'est. C'est sympa, mais bon, pour les sites de presse, c'est moins sympa. C'est vrai que ça peut être moins sympa pour les sites de presse. Et là, parce qu'il y a un modèle économique derrière, si on met tous ces articles directement sur Facebook, dans Instant Articles, ils sont plus sur les sites de presse eux-mêmes. Damien Douany. Moi, j'ai testé en regardant un article du Parisien et c'est très bien adapté à la lecture web et mobile. Ça tombe bien, c'est le nouveau marché de Facebook. Donc, c'est très bien fait. Après, je pense que les éditeurs... Alors, Facebook est malin, la manière dont ils l'abordent, ils sont beaucoup plus malins que Google qui est allé en frontal, et donc il y a eu la guerre avec les différents éditeurs. Là, en gros, il y a des partenaires, on vous laisse l'argent de la pub, on fait que mettre en avant, c'est une manière de
d'améliorer la lecture et donc l'expérience utilisateur, etc., jusqu'au jour où Facebook fera comme d'habitude, il va refermer le clapet, il va verrouiller le robinet à reach, donc en gros le nombre de gens qui peuvent voir les articles, et puis les éditeurs se diront qu'ils se sont encore fait avoir. Mais pour autant, Facebook, c'est un centre commercial de 1,5 milliard de gens, donc il y a des choses qui ne se refusent pas forcément. D'autant que Google prépare sa riposte évidemment pour 2016 et va faire quelque chose qui ressemble vraiment à ça, parce que Google News n'est pas ça, c'est complètement autre chose. Fabrice, sur ce sujet-là. Complexe, parce que d'un côté, les mannes de la publicité sur les sites de presse sont en train de se tarir avec l'arrivée massive des adblockers. Donc le modèle économique qu'a choisi la presse, qui était totalement stupide, s'avère 10 ans plus tard être totalement stupide en effet. Il n'y a plus d'espoir de revenus. Et derrière la presse, on ne va pas se cacher, on a essentiellement des grands industriels qui cherchent à acheter de l'influence. Donc cette influence, elle va mourir du fait de la mort du modèle économique et de toute façon d'une influence de la presse qui décroît d'année en année. Le fait d'arriver sur Facebook, ça me présente à mes yeux deux intérêts. D'abord, la pub va être beaucoup plus difficile à bloquer sur Facebook, donc ça laisse des perspectives de revenus, toujours sur un modèle économique totalement pourri, mais on va pouvoir préserver un peu comme on retarde la mort d'un malade. Donc c'est un peu de l'acharnement encore quelques minutes, monsieur le bourreau. C'est vraiment de l'acharnement thérapeutique en termes de modèle économique. Mais par contre, ça va très certainement donner une prévalence aux articles inside Facebook par rapport aux articles outside Facebook. Et là, on est au cœur d'un sujet qui est dramatique d'un point de vue sciences politiques, qui est que le moteur de recommandation de Facebook met à égalité un blog conspi et un article du Parisien. Et c'est très gênant parce que ça suscite de la contradiction. Le but de Facebook, c'est de créer de la discussion. Donc il va systématiquement, en ce moment, la grande blague sur Facebook, c'est une déclaration du Premier ministre et derrière, 3 articles liés écrivant la façon dont le Qatar et l'Arabie Saoudite sont en train de financer les terroristes qui eux-mêmes financent nos politiques. Ou plus exactement, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui financent les politiques. Évidemment, ça fait très désordre dans la façon de donner de l'information à manger. Et il est évident que l'une des solutions qui s'offre à la presse traditionnelle, c'est de pactiser avec Facebook de façon à reprendre une prévalence qu'ils ont perdue depuis très longtemps. Il y a au moins une chose, c'est que Facebook a compris qu'il fallait arrêter avec cette espèce de sapin de Noël publicitaire sur la plupart des articles. Il limite le nombre de bannières ou de pavés à 1 pour un article de 500 mots, ce qui est à peu près la norme sur Facebook, n'est pas du tout la norme sur les sites de presse, puisqu'on a 3-4 publicités très très intrusives, donc ce sera plus facile de lire des articles. Ça devient compliqué de lire certains articles sur certains grands sites français, y compris des sites de grands journaux. Le métier initialement d'un journal, hormis l'aspect politique, etc., c'est de savoir faire une. Donc en gros, de savoir organiser les articles les uns par rapport aux autres, de les hiérarchiser, etc. Là, il n'y a plus de hiérarchie d'information. Le métier découpes en morceaux des articles, tu les colles et tu laisses Facebook faire le choix. Il est mort depuis longtemps. Ce métier-là, la presse traditionnellement a 3 rôles. La production de contenu, l'agrégation de contenu de façon à faire sens et donner une vision globale de l'actualité, et la distribution. Aujourd'hui, la presse a perdu le rôle d'agrégation et a perdu le rôle de distribution. La distribution, c'est de plus en plus Facebook et de moins en moins Google, mais c'est certainement pas la presse ni LNMPP. Et l'agrégation pour faire sens d'un ensemble d'actualités, pour donner à voir l'actualité du jour, pareil, ça c'est parti chez Google News et chez Facebook. Donc la presse n'a plus qu'un rôle de création de contenu, et comme ils font tous les mêmes contenus, le fait qu'on ait demain Le Monde ou Le Parisien, mais pas Le Figaro, ça ne change strictement rien, c'est exactement les mêmes contenus. Et ça va effectivement pousser ceux qui refusent le pari de Facebook, vont vraisemblablement souffrir terriblement, et les autres vont s'enfermer. Donc c'est de toute façon une mauvaise nouvelle pour la presse, mais en même temps, la presse était engagée dans un modèle économique complètement stupide depuis le départ. Elle en paye aujourd'hui les pots, et on est vraiment dans de l'acharnement thérapeutique sur un modèle économique. C'est un petit peu ce que disait Clotilde tout à l'heure, c'est vraiment, on est là. Non, voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'on est au bout du truc et qu'il va... Il faut que, enfin, je vois pas, mais en même temps, avant de rentrer dans le système stupide, il n'y avait pas non plus un modèle d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'alternative. C'est-à-dire que l'information n'a plus de prix. C'est-à-dire qu'elle n'est pas monétisable. C'est la monétisation de l'info. L'information sans intérêt n'a plus de prix. L'information qu'on distribue en France est sans intérêt. Il y a des blogs qui font aujourd'hui. J'ai vu hier un ami qui avait 1,5 million de vues sur un blog expliquant la situation géopolitique en Syrie. Jamais Le Monde ou Le Figaro n'atteignent ce genre de score. La réalité, c'est que l'audience a totalement déserté les sites d'infos qui aujourd'hui diluent leur audience dans une quantité faramineuse d'articles qui n'ont aucune valeur ajoutée par rapport à la dépêche AFP initiale qui a donné lieu à ce bâtonnage intensif. Donc on est vraiment dans la fin de vie d'un modèle média qui, tôt ou tard, va de toute façon cesser d'exister dans la mesure où il n'a plus d'influence. L'influence, on la mesure très bien. Ça se dégrade d'année en année. La question, c'est quel acteur va retirer son épingle du jeu. On parle de Facebook. Google
Google arrive derrière, mais à mon avis, je pense qu'ils ont été assez échaudés, donc ils vont pas trop aimer. Apple rame comme pas possible sur ce modèle-là. Donc je pense que Facebook est plutôt bien positionné, mais je vais dans le sens de Fabrice et Clotilde, c'est que là, ils sont en train de finir de serrer la corde, quoi. Ouais, pour moi, la seule info qui aura de la valeur, c'est l'info grise, quoi. C'est l'info à très forte valeur ajoutée. On était dans les lettres, semi-confidentielles, quoi. Les lettres, C'est les ça. blogs très Voilà, c'est pointus, ça. et objectivement, la presse n'a quasiment plus aucune valeur ajoutée. Par rapport, si on fait la différence entre la valeur ajoutée de l'AFP et la valeur ajoutée de la presse, il n'y a quasiment plus rien. Il y a quelques articles par jour qui vraiment donnent une valeur ajoutée. Le reste, c'est du bâtonnage. Donc ça n'a zéro valeur ajoutée. Ou C'est alors normal sur les que plateformes ça- de blog qu'a lancé la presse il y a quelques années où on trouve des articles intéressants, ce qui est un serpent qui se mord la queue d'une certaine façon, puisque l'information intéressante sort d'ailleurs que de leurs rédactions elles-mêmes. Complètement. Un petit troisième sujet ? Éventuellement. Faisons-le alors, soyons fous. Alors le dernier sujet, c'est les entrepreneurs du web et leur profil. Oula. Sujet sympa. On s'est encore rendu dans les rues de Paris. Vous allez voir que pour certains, les entrepreneurs ont un profil assez étrange. Pour vous, c'est quoi les qualités de quelqu'un qui monte une boîte, d'un start-upper ? Alors quelqu'un qui n'a pas peur de mettre beaucoup d'efforts dans ce qu'il fait. Beaucoup de patience, être très courageux. De l'imagination, de la volonté. Ça ressemble à quoi, quelqu'un qui monte une start-up ? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une start-up ? Non, start-up, non. Pas idée. Aucune idée. Pour vous, ça ressemble à quoi, quelqu'un qui monte une boîte ? Typiquement, physiquement, ça ressemble à quoi ? Il a 2 yeux, une bouche, un nez, une oreille, et puis il va au shot comme tout le monde. Voilà, c'est pour moi, c'est ça un patron. J'en suis un. C'était léger, ça se mangeait sans Est-ce que fin. vous allez, parce que vous êtes tous les trois entrepreneurs, la question c'est est-ce que vous aussi vous allez au chiottes comme tout le monde ? Bon alors, plus sérieusement. Donc Sébastien Bourguignon, il est manager IT dans l'assurance. Il a sorti un livre blanc et où il a dressé donc le portrait de tout plein d'entrepreneurs. Et en préambule en fait de ce livre blanc, il a réalisé des tests de personnalité sur 26 entrepreneurs. Oui, c'est pas un panel complet non plus, Ouais, 26, mais enfin ça donne... c'est sûr. Mais alors ce qui ressort... On se tait, À partir Fabrice. de 1000, tu peux commencer à parler de panel. En tout 26, cas. tu peux commencer à parler de foutage de gueule. En tout cas, ce qui ressort en premier, c'est l'ouverture d'esprit et l'extraversion. Alors donc on le disait... Scoop, Oh là là, il faut être ouvert d'esprit. Un truc que les entrepreneurs ne vont pas contredire, qui va prétendre Et le bien contraire. justement, vous êtes tous les trois entrepreneurs. Alors est-ce que vous êtes ouvert d'esprit et extraverti? A priori, oui, Et je ceux que crois. vous connaissez, est-ce que Ça, j'ai dit l'étude quand même, hein, parce que il y a l'archétype du start-upper, en fait, c'est l'innovateur, et son personnage de fiction, c'est Iron Man. Donc on est tous des Tony Stark en puissance. Je cite ce que j'ai vu sur l'étude. Donc, grosso modo, il faut fabriquer de l'armement pour être entrepreneur. Oh, tout de suite, Fabrice, tout de suite. Tu vois toujours les. Bah, Mais non. Tony Stark. Moi, je suis le côté un peu plus classe, tu vois, le côté. On se non, concentre bon. sur le sujet, s'il vous plaît. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est en mineur, c'est l'esprit d'équipe et l'éthique. Et la fiabilité, c'est ce qui ressort dans le. Ça, c'est super intéressant parce que objectivement, l'esprit d'équipe, c'est l'alpha et l'oméga de l'entrepreneur. C'est clair, un VC n'investira jamais sur une boîte où il n'y a pas une équipe, point, barre. Donc pour les startups, si vous n'avez pas l'esprit d'équipe ou une capacité à comprendre ce que c'est qu'une équipe, c'est même pas la peine de se lancer dans l'aventure. Quant au deuxième, c'est l'éthique. Non, ça c'est parfaitement facultatif dans l'entrepreneuriat. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est dans l'étude réalisateur, le profil réalisateur, c'est 0%. Alors que. Il faut qu'il ait des idées, mais alors la maison, l'exécution, on s'en fout. Voilà, la conclusion, effectivement, Clotilde. L'exécution, on s'en fout. C'est ça, non. Moi qui viens de l'industrie, ça me choque un Non, petit en peu. fait, ce qui est intéressant, ce qui ressort de ça, c'est de dire, finalement, un start-upper, enfin un entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui a une équipe. Et donc, qui, autrement dit, peut être éventuellement un leader, quelqu'un qui va être innovateur, va vouloir défricher, va avoir 3 idées à la seconde ou 10 à la seconde. Mais par contre, il faut l'équipe qui va avec parce qu'il n'a pas tout. Et notamment, manifestement, plutôt bulldozer, mais la réalisation, il faut que ça suive derrière. Parce qu'on peut turbaler. Ce qu'on peut conclure de cette C'est étude, là, c'est hein. que Ça y est, déjà, la 26 conclusion. personnes dans un panel, c'est pas sérieux. Ça, c'est vrai. C'était justement pour ça qu'on ouvrait un peu le sujet. Pour Mais je trouve que le profil innovateur est quand même pas faux. Moi, j'en ai croisé quand même pas mal, des gens qui, on va dire, ont envie, ont une idée, etc. Et puis, c'est vrai que très souvent, c'est un binôme. Et c'est le deuxième, très souvent, qui, lui, a un côté complémentaire, qui va être plus dans le côté réalisation. Demandons à Clotilde, elle accompagne tout le temps Alors, des moi, entrepreneurs. j'accompagne des entrepreneurs, oui. Alors, et au-delà de ça, c'est qu'une entrepreneuse est un entrepreneur qui s'ignore, en fait. Donc, c'est à peu près comme les pareils, en général. Pour moi, l'entrepreneur, il est open source. C'est un cerveau open source versus système propriétaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable de capter tout le temps de la donnée par ramification et d'associer des idées en permanence pour créer de la valeur, quoi. Donc, si vous avez fait le film Heure, je trouve que c'est extraordinaire sur ça, sur cette capacité à croiser des données pour créer des systèmes est un nouveaux. synapse, en fait. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais il est synapse, je ne sais plus. vraiment, vraiment connecté partout et en ramification. C'est un gars qui partage et je trouve que la définition de Rudel dans le manifeste de Rudel de Criteo dans son bouquin explique exactement ça. C'est un cerveau qui partage, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Fabrice? Non, à vérité, l'open source, ça évoque des choses très précises en ce qui me concerne. Donc, je ne vais pas du tout reprendre cette métaphore parce que pardon,
Je suis inexacte dans les termes. Non, mais il était chatouilleux là-dessus. J'ai longtemps. Soyons précis. En plus, moi, je fais partie de la branche source et logicielle concluons Leak, cette émission si ça ne vous dérange pas, parce qu'on va... Mais je pense que l'essentiel dans nos entrepreneurs, c'est l'équipe. Donc, un entrepreneur qui n'arrive pas à assembler une équipe, il a une situation très délicate à gérer qui s'appelle une entreprise, mais qui est très, très, très délicate. Une entreprise, c'est comme une mayonnaise, quoi. Il faut que ça prenne un moment. Donc il faut qu'il y ait de l'empathie, ou quand on ait de l'empathie pour son projet, pour la personne. Il faut qu'il s'associe. De toute façon, c'est jamais un entrepreneur. Ça, c'est vraiment le capitalisme du 19e siècle. Le capital d'industrie, aujourd'hui, c'est des équipes qui se forment. Le projet, il y a un minimum, il y a un noyau dur de 2-3 personnes aujourd'hui dans les startups. Et il faut que dans ces 2-3 personnes qui s'assemblent, il se passe quelque chose qui fasse monter une mayonnaise. Soit la mayonnaise monte, soit elle ne monte pas. Et c'est triste à dire, hein, mais le projet est d'une importance très mineure par rapport à la capacité de faire monter une mayonnaise. Ce que disent tous les investisseurs la plupart du temps, qui misent sur des personnalités. Pas toujours tort. Cette émission numéro 3 se termine comme les précédentes avec plein de retard, mais je crois que ça va devenir une constante de ce rendez-vous, le grand débat du web, que vous pouvez évidemment partager autant que vous le voulez. La vidéo est embêtable, comme on dit, sur n'importe quel site. Il y a également le hashtag que vous avez vu défiler tout au long de cette émission. Merci Jennifer, c'était court, une fois de plus. Ça passe à une vitesse grand V. On remet ça dès la semaine prochaine. Merci Damien. Merci Clotilde. Merci Fabrice. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux thèmes.